Bonjour à tous, merci d'être venus si tôt. Comme on dit, tout de suite je commence pour ne pas vous faire perdre trop de temps. J'ai fait cette présentation qui est à la fois sur YouTube et que vous découvrez aujourd'hui puisqu'elle a été présentée en partie au congrès des urgentistes du mois de juin. Et je trouve qu'elle est fondamentale parce qu'elle permet de voir dans toute la chaîne de soins ce qui vous concerne, c'est-à-dire le premier appel, ce qu'il ne faut pas faire, sur place, ce qu'il ne faut pas faire, et quand vous êtes vraiment médicalisé, ce qu'il faut faire. Ok ? On va essayer de voir ça ensemble avec les recommandations, et vous voyez, tout est dessus. Voilà. Donc, il faut quand même rappeler les vraies problématiques qui sont les vraies solutions qui sont les publications internationales. Toujours, il faut définir les termes et voir ce que les experts recommandent, même si il y a toujours une sauce derrière à mettre. Il faut connaître la définition de la syncope. Le problème, c'est qu'on parle de malaise, de pré-malaise, de l'hypothymie ou de je ne sais pas quoi encore. Une syncope, qui est le thème d'aujourd'hui, a une définition extrêmement précise que les paramédics devraient connaître. On doit la connaître par cœur, d'accord ? C'est brutal, c'est total, c'est transitoire, c'est bref, spontanément résolutif. Bon, il n'y en a que 5 critères. Et le 6e critère, c'est que c'est dû à une hypoperfusion cérébrale. Une syncope post-traumatique n'est pas une syncope post-traumatique, c'est une commotion cérébrale. Une crise d'épilepsie n'est pas, un AVC n'est pas, une crise d'hystérie syncopale n'est pas. Donc il faudra un petit peu naviguer dans tout ça, et je vous demande de retenir ces 5 mots qui doivent être présents à l'esprit et pour lesquels on ne peut pas travailler, il faudra écarter les autres choses, je n'ai pas trop le temps de le faire. Le traumatisme est une commotion, ça n'a rien à voir. Donc, ce tableau, évidemment, publié dans l'ESC, est absolument génial. Évidemment, c'est en anglais, c'est un peu compliqué, donc je vais essayer de vous le débrouiller en vous disant qu'il y a 3 types de syncope. D'accord ? Une syncope réflexe. Un réflexe, c'est comme quand je vous tape le genou, boum, il se passe quelque chose qui est médié par les nerfs et qui va inhiber à la fois le système adrénergique et activer le système parasympathique. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Le système adrénergique, c'est ce qui vous maintient la tension. Le système parasympathique, c'est ce qui vasodilate et réduit et ralentit le cœur. Donc c'est la douleur, c'est la peur. Quand je vous fais une piqûre, quand vous voyez quelque chose, quand je tousse, quand je fais pipi, la syncope mictionnelle, le vieux qui va aux toilettes, qui pisse, et boum, il tombe. Parce que vous activez votre parasympathique chaque fois que vous sortez quelque chose de votre corps. Que vous toussiez, que vous fassiez pipi, que vous fassiez caca, vous êtes obligé d'activer le parasympathique. Et s'il est trop puissant, il va vous foutre par terre. L'hypersensibilité du sinus carotidien, ce sont des gens qui tournent la tête, qui ont une carotide un peu malade, ou qui pressent à l'aide, on disait classiquement, une cravate. Mais ça existe. Moi, je suis capable d'arrêter un cœur en touchant je l'ai fait, parce que c'est un test diagnostique. Chez des gens qui ont une hypersensibilité du sinus carotidien, c'est une chose à connaître. Alors ça s'arrête quelques secondes, ça repart tout seul, hein, heureusement. Mais enfin, ça fait un peu peur des fois. Hein. La syncope cardiaque, alors je vois que le diapo n'est pas tout à fait comme sur mon diaporama à moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est du rythme, du cœur ou du gros vaisseau. Ça, il faut comprendre aussi. Le rythme, c'est peut-être la principale cause des syncopes cardiaques. Le cœur, c'est une maladie du muscle. Donc coronaire, péricarde, valve, une valve serrée, le rétrécissement aortique calcifié, la cardiomyopathie obstructive, le syndrome coronaire aigu, la péricarde. Les gros vaisseaux, c'est l'aorte, on y revient, le RAC, et enfin l'artère pulmonaire. L'hypotension orthostatique, ça va assez vite, hein, tout ça. J'interroge l'individu sur la syncope réflexe, je trouve des arguments où je n'en trouve pas. Je cherche la syncope cardiaque parce que tout de suite, c'est vraiment la chose à rechercher. Il va me falloir un électro, écouter le cœur et palper ou vérifier qu'il n'y a pas d'argument pour une EP ou un RAC. Et enfin, l'hypotension orthostatique, c'est quelque chose qu'on peut rechercher ultérieurement. Ce n'est pas du travail de secouriste, c'est multifactoriel. Alors, j'aime beaucoup cette publication présentée en 2004 qui vous donne l'étendue des causes à la fois cardiaques et non cardiaques. Alors, je suis désolé, mais ça a un peu mangé le passage de Apple à PC. Les causes cardiaques sont 9,9%, 10%, c'est rare, d'accord? On est un service d'urgence, donc la vraie vie, on est en 2004, c'est à peu près comme maintenant. Bon,
on est aux États-Unis, il y a du monde. Hein. L'âge moyen est de 58 ans, de 10 à 91 ans, il y a un peu de tout. Et on voit bien que l'arythmie, c'est la première cause. Vous le voyez en haut ici avec le laser, ici, 32 patients. Ça fait 4,5, c'est pas beaucoup, hein, mais on est sur 10, hein, donc la moitié des causes. Il faut les connaître, on va essayer d'en voir. Les maladies du muscle, 5%. Le myocardial infarction, c'est rare, mais quand même 4%. Et l'embolie pulmonaire, c'est 0,6%. D'autres statistiques existent. Hein. C'était juste pour vous montrer comment dirais-je, la fréquence des pathologies et la complexité des choses. Vous, ce que vous devez rechercher, c'est la cardiaque cause en triage. À la limite, les autres causes, ce n'est pas votre problème. Que vous soyez dans un VSAV ou au téléphone, il va falloir exercer votre oreille pour trouver les éléments de langage qui vont vous dire « ce patient, il est à haut risque », on va voir ça tout de suite. Donc, on va prendre un cas clinique, il n'y a rien de mieux, parce que c'est la vraie vie, et puis ça vous concerne complètement, parce que c'est une prise en charge à Marseille, par des premiers secours. Le 15 prend l'appel téléphonique d'un monsieur qui est tombé, qui s'est heurté la tête en tombant, et qui a une PC brutale, c'est votre vocabulaire. Vous dites pas syncope, vous dites perte de connaissance brutale. Mais déjà, vous avez mis les premiers termes de la syncope. Autant employer le mot. Perte de connaissance, c'est flou. Si c'est une perte de connaissance brutale, avec amnésie des faits, et une récupération ad intégram, même s'il y a eu traumatisme, même s'il y a eu autre chose, c'est une syncope jusqu'à la preuve du contraire. Le pronostic est engagé. En plus, il est bourré d'antécédents. On va le voir tout à l'heure. À 13h, on envoie un premier secours VSAV qui reprend, vous voyez, alors c'est une copie hein, du dossier, et vous voyez que, oh, sorry about that, merde, il faut que je retourne en arrière. Oui, il y a plein de choses, on va voir un petit peu ce qu'il a fait. Ce qui est sûr, c'est qu'il l'a envoyé tout en bas, il l'a envoyé par VSAV aux urgences adultes, après avoir pris des constantes qui paraissent pas mauvaises comme ça. Si vous le voyez bien, excusez-moi, je vais vous le pointer, fréquence respiratoire 22, il n'a pas de désorientation, il n'a pas, voilà, perte de connaissance initiale. Il a un pouls à 120, et voilà. Et parce que une syncope, c'est bref, ça ne vous inquiète pas. Et c'est une grosse erreur. Il vaudrait mieux qu'il reste dans le coma, ça vous aura inquiété. Le problème, c'est que quand c'est bref, ben finalement, c'est pas grave. Et c'est une énorme erreur de fonctionnement pour la syncope cardiaque. Donc, voici les documents qui ont un peu maladroitement, qui sont présentés dans le high risk. Je ne vais pas vous les décorer, hein, mais je vous demande de lire 4 choses qui normalement auraient dû se mettre en place. Je ne sais pas, ça merdouille un peu. Vous avez 4 choses importantes. En haut, l'interrogatoire. Et on va chercher les événements à risque. Ici, les antécédents. Ce que tout médecin et infirmier et preneur d'appel fait. Et le physical examination, vous ne pouvez pas le faire, et le CG, vous ne pouvez pas le faire. C'est-à-dire que trier un patient par téléphone sur un risque de syncope, ben vous n'avez que ça. Mais ça suffit déjà. Ça suffit. Vous voyez, ce patient n'a pas eu, comment dirais-je, il a un risque fort, new onset, alors il n'a pas eu ça, mais il a eu une syncope en repos. C'est ça qu'il faut chercher. Ou quand il était couché, ou à l'exercice. Lui, il était au repos, c'est donc une syncope à fort risque. Et en plus, à l'interrogatoire, vous pouvez le trouver, il a je vous rappelle qu'il a un stent, hein, coronary artery disease, c'est vraiment très simple, et nous, médecins, on va chercher d'autres choses derrière que vous ne pouvez pas connaître. Donc, ça merde complètement, je vous demande pardon, le PowerPoint n'était pas prévu comme ça. Donc, en français, qu'est-ce que ça donne? Et c'est ça que je vous demande de retenir. Je prends les éléments à haut risque par téléphone, je les recherche, d'accord? Il y en a 2 à haut risque. Le patient était-il allongé ou faisait-il un effort? C'est souvent dans la phase de récupération, pas à l'effort lui-même qu'on syncope. C'est on s'arrête et boum, là c'est pas bon. C'est, y a-t-il un prodrome? Est-ce que, et vous avez vu que ça n'a pas été recherché à l'interrogatoire, hein, à l'interrogatoire c'est, est-ce qu'avant de tomber, il a eu une douleur thoracique, il a eu une palpitation, il a eu une dyspnée, d'accord? 3 mots, c'est les 3 mots de la cardiologie standard, c'est toute ma vie, ça, dyspnée, douleur thoracique et palpitation, d'accord? C'est pas très dur. Ensuite, vous avez les antécédents à risque. Bon, bah, c'est pas dur, hein, on les a déjà vus, infarctus, insuffisance cardiaque, pacemaker, évidemment, DAI, ça veut dire défibrillateur ou pacemaker. Est-ce qu'il a une histoire familiale de mort subite? Ça doit faire partie de l'interrogatoire. Est-ce que il est très jeune?
Est-ce qu'il y a, c'est difficile à poser comme question parfois, les gens ne savent pas, mais enfin quand vous le savez, peut-être pas toujours au triage, mais à chaque fois on va revenir sur cette question. Est-ce qu'il y a des antécédents de mort subite dans votre famille? C'est peut-être pas immédiat, mais nous, on va devoir la poser à chaque étape. L'examen physique, vous avez vu ici deux choses intéressantes, c'est qu'il a une stat à 94 et il a une fréquence supérieure à 120. Ce sont considérés comme dans le score de gravité. Il a une tension à 90 inexpliquée. Bah, si il y a des gens à 90, c'est normal, ils sont un peu pâles, ils sont un peu valiales, vous l'expliquez. Il a un souffle systolique inexpliqué. Il a une suspicion de saignement digestif, c'est pas le problème. Et il y a des arguments ECG, on va les voir tous ensemble dans 2 minutes. Il y a des choses évidentes sur l'ECG. Évidemment, quand vous avez un cœur très rapide ou très lent, on n'a pas besoin d'être cardiologue, ça va pas, quoi. D'accord? Moi, c'est pas ça que je vais vous apprendre. Je vais vous apprendre à trouver là-dedans les pièges. Donc, vous reprenez votre individu. Moi, voilà comment je l'aurais fait, mais c'est toujours facile a posteriori, hein, on est d'accord. Je me dis que je cherche les facteurs de risque à l'interrogatoire. Bon, c'est brutal, donc il n'a pas eu de prodrome, d'accord. Bon, ça fait quand même grave, hein. Ensuite, bah, il a quand même une amnésie complète. C'est vraiment la définition de la syncope. Ensuite, il a vraiment un terrain à risque, cardiopathie ischémique et stent. Stop! High risk, ce patient, vous prenez un risque en le transportant sans avoir plus d'investigation, comme on dit en anglais, en français. C'est-à-dire que transporter ce patient à haut risque, sous prétexte qu'il va beaucoup mieux au moment où il va, en plus il s'est tapé la tête, il a des anti-agrégants plaquettaires, ensuite il a des antihypertenseurs et des sulfamides hypoglycémiants. Je trouve que, rétrospectivement, c'est pas très très bien d'avoir accumulé les facteurs de risque et de l'avoir transporté. Ça ne veut pas dire que ça se passera mal, hein, mais bon. À 13h, le VSAV, lui, il avait ses facteurs de risque, on les a vus tous ensemble. Il a fait un malaise avec PCI. Voilà, vous avez vu une fois qu'on a retiré tous les termes qui parasitent. Il a le pouls à 80, à 120 et une saturation à 94. On est quand même vachement embêté par ce malade et je pense que c'était pas bien de le gérer en ambulatoire. Je pense que ce qu'il fallait faire, c'était un ECG. Ce que vous faites maintenant dans les VSAV, ne transportez pas les syncopes du sujet âgé avec des terrains cardiovasculaires sans avoir au moins un ECG. Parce que la deuxième syncope peut arriver très très vite. Et même s'il va bien là, ça peut arriver très très vite. Et vous le pliez, le gars. OK? Donc, facteur de risque cardiovasculaire avec vraiment une orientation vers le cœur, même s'il n'a pas eu de palpitation, c'est ECG. C'est pas de moi. Et d'ailleurs, si vous regardez bien le terme, c'est perform immediate ECG monitoring. Ça veut dire scope. C'est pas ECG, c'est plus que ECG. C'est-à-dire que non seulement vous faites le ECG, vous l'envoyez au régulateur et vous le gardez en monitoring. Je suis désolé, je suis urgentiste aussi, je suis un peu obsessionnel sur le monitoring de la syncope, et comme quoi, je ne suis pas le seul, puisque les autres le disent. Donc on continue aux urgences, il a un traumatisme crânien avec plaie. Alors là, le médecin fait l'erreur de basculer coma, syncope, puis PC, trauma crânien. Il le transforme en trauma crânien, secondaire, trauma crânien, et il n'y a plus syncope. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'envoyer au scanner, évidemment, puisqu'il est sous anti-agrégant plaquettaire. Mais l'urgence, il va bien, il n'a pas de déficit. Le problème, c'est de continuer l'investigation cardio. Alors on l'envoie au scanner, je vous en passe, c'est des meilleurs. Voilà, il va faire une deuxième syncope. Il a des mouvements anormaux, méfiance. Les mouvements anormaux ne sont pas des épilepsies, bon Dieu, ce sont des clonies. Et ça se voit dans les syncopes. L'hypoperfusion cérébrale donne des... Même quand je lui masse le syndrome carotinien, il va faire... C'est pas des épilepsies. On est clonies. La biologie est faite. Ah! Là, on a fait au petit bonheur la chance. Hein. Et puis, on trouve qu'il a mis une de trop beau. Oh, ben ça alors! Ben, c'est bien, on remarque comme il ne comprenait rien, il a fait des bilans, c'est bien. Et il a fait un gaz du sang, ben, il n'a pas compris non plus, ben, il l'a fait. Comme la plupart du temps, les gaz du sang, personne ne sait bien les interpréter. On met dans le dossier, puis on continue. Et puis après, ben, il n'y a toujours pas de CG, quand même, c'est un peu embêtant, alors on va lui faire. Alors voilà le CG, j'ai pas mis le timing, je ne sais plus à combien j'en suis, non c'est bon. Et on est à 12, oui, on est bien. Et voilà son ECG. Je ne sais pas si vous le voyez bien tous, là, parce que moi, je n'ai pas besoin de ça, en fait. Qu'est-ce que vous constatez? Difficile, le ECG. J'ai pas énormément le temps.
Ce que vous voyez, c'est que le rythme sinusal, bon, il est à 100, 110 par minute, à peu près, je vais vous le montrer. Bon, ça n'a pas l'air d'être une crise de tachycardie monstrueuse sur le CG. Maintenant, je vous rappelle, c'est 10 secondes de la vie du gars. C'est-à-dire vous ne savez absolument pas ce qui va arriver les 10 secondes d'après. Il faut comprendre ça. C'est comme l'auto, vous jouez une fois, vous gagnez, vous rejouez, vous perdez. C'est pareil le CG. 10 secondes, ça ne veut rien dire sur un ECG à haut risque d'arythmie. Vous devez scoper ce malade. Vous constatez, comme vous n'êtes pas expert, que finalement, il n'y a pas de choses dramatiques, mais il y a plein de petites choses. Plein de petites choses. Et ces petites choses sont pas très inquiétantes quand on ne sait pas très bien lire un ECG, et je comprends. Je trouve qu'il est tachycarde, il a un bloc, il a un axe gauche pour ceux qui savent lire le CG, c'est-à-dire que l'axe est en VL, donc c'est un axe VL, c'est left, très gauche. Bon, c'est tout à fait banal à son âge. Il a une seule ESV, elle est loin de l'onde T. Excusez-moi, je tremble un peu, là, c'est le café. Elle est loin de l'onde T. Et puis, il a des ondaires rabotés, avec une transition tardive. Honnêtement, moi, quand j'ai vu ce CG, j'ai dit non spécifique, continuons. Quand j'aurai le diagnostic final, je saurai pourquoi. Et puis finalement, l'interne de cardio vient et dit, mais attends, c'est un non-stémie, hein, c'est maintenant qu'on parle comme ça. Hein. Donc c'est un infarctus, sans signe électrique, mais il a mis de tropo, il a raison. Voilà. Qui dit, je le prends en cardio, c'est la meilleure chose qu'il ait faite, parce que manifestement, c'était pas clair, cette situation-là. L'hospitalisation conduit à une troisième. Il est hospitalisé, monitoré. Hein. Malheureusement, il se lève et il va aux toilettes. Et bam, il retombe. Comme on ne sait toujours pas pourquoi il tombe, c'est normal qu'il continue à tomber. On lui refait un deuxième scanner. C'est extraordinaire. On lui refait un deuxième scanner. Et on lui fait de la biologie. Puis là, on dit, ah, mais dis donc, c'est quand même grave, la troponine, elle est montée. Et le cardiologue dit, mais la créate aussi, elle monte. Il dit, moi, je ne fais pas de choro, là, je ne comprends rien du tout. Fais une échographie. Mais bon Dieu, faites des échographies, bon Dieu, une syncope qu'on ne comprend pas, c'est tout de suite avant la bio, bon Dieu, rien à faire en France. Hein. Le VD est dilaté, hein, il y a écrit VD, ça veut dire ventricule droit. Il est aussi dilaté, et quand vous appuyez sur le bouton, j'espère que ça marche. Non, ça n'a pas marché, mon Dieu, pourquoi je n'ai pas vérifié? Il n'y a pas de cinétique. Le VD, il est hypokinétique et dilaté, beaucoup plus gros, il comprime le VG, c'est donc une maladie obstructive du VD. Et quelle est la définition, la première cause de l'obstruction du VD, c'est quoi? L'embolie pulmonaire. Et là, à ce moment-là, bouf, je relis un peu la littérature et que je vois que c'est la première cause de syncope chez le sujet âgé, presque. Mais on ne le sait pas. Le sujet très âgé. On en reparlera après. Et vous voyez, le cardiologue ne fait pas les dédimères. Hein. Il dit, allez, envoie-le vite au scan et il voit un énorme thrombus dans l'artère pulmonaire. Ce type se levait. Et il envoyait des emboles à chaque fois qu'il se levait, parce que tant qu'on ne sait pas ce qu'est un malade, il faut le laisser coucher. Tout comme vous, après un trauma sévère, vous mettez les colliers, c'est pareil. L'embolie pulmonaire du sujet très âgé est très fréquente. On a fait la littérature là-dessus. Donc, je rappelle, c'est comme pour les incendies. Je l'aime bien cette image, parce que je crois que la médecine, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le triangle de Koumel. C'est-à-dire que une petite allumette peut allumer une petite brindille, et si vous savez contenir le feu, ça va donner ça. Plusieurs allumettes, du gros bois, comme ce malade, qui est âgé, qui a une coronaropathie, qui est diabétique, etc. Si en plus vous ne comprenez rien, ça va donner ça, et si vraiment vous êtes trop en retard sur le diagnostic, ça va donner ça. Vous le savez parfaitement. C'est le principe des incendies. Il faut intervenir vite, il faut chercher la cause, il faut vérifier le type de bois, les couper les gaz, etc. Donc, je veux bien vous parler de problèmes de gravité, de machin, etc. Mais il faut que le médecin, quand même, il apprenne un peu la médecine. Parce que, et c'est compliqué à comprendre la syncope. Donc, j'espère que vous aurez compris un certain nombre de messages, qu'il faut tirer des leçons. Tout d'abord, tout terme stupide doit être évalué. Il a une syncope ou il n'a pas une syncope. Une syncope, c'est 5 caractéristiques. Et si vous êtes un peu paumé, mettez-le dans la filière, c'est une syncope. Qui dit syncope dit évaluation des facteurs de risque à la recherche d'une cause cardiaque. Vous l'avez compris. Cherchez un peu n'importe quoi, le TC, le bidule, ou rien chercher du tout en ne faisant pas un examen. Il n'y a jamais eu d'auscultation cardiaque du malade. La saturation, l'auscultation pulmonaire, vous ne la verrez pas. Ça n'a jamais été évoqué, le P, de toute façon. On n'a pas palpé ses mollets, on ne sait pas. Tout
toute syncope est grave, jusqu'à preuve du contraire. Donc, vous mettez l'ECG en place si vous estimez qu'il y a des facteurs de risque. Toute syncope cardiaque en plus. Les facteurs de risque, c'est l'âge. C'est très simple, hein, sujet âgé. Plus il est vieux, plus c'est grave. Et c'est vachement difficile, hein. Vachement difficile. C'est pas toujours pas grave à 10 ans, hein, mais bon, quand même. Une syncope brutale à l'emporte-pièce avec amnésie des faits, c'est les deux mots de la syncope, c'est grave. Une étiologie cardiaque, si elle est probable, parce qu'il y a un terrain, parce qu'il a eu une douleur, parce qu'il a eu des palpitations, parce qu'il a un RAC ou une cardiopathie, c'est grave. Un ECG anormal, c'est grave. Un substrat rythmogène, il ne l'avait pas, et une arythmie, il ne l'avait pas. En fait, il avait un ECG d'embolie pulmonaire dans les formes graves, c'est-à-dire pas d'ondaire de V1 à V6, mais ce n'est pas un signe qui est connu, et c'est un signe qui est pourtant décrit, tachycardie et pas d'ondaire de V1 à V6. C'est très intéressant, les ondaires à V6. Je reconnais que c'est pas très grave si vous ne le connaissez pas, mais j'ai travaillé après, je me suis dit, mais merde, je dis à tout le monde que son ECG n'était pas orientateur, c'est toujours plus facile après. Ne sous-estimez pas la gravité d'un patient parce que le patient a rapidement repris connaissance et monitorez immédiatement les patients à risque. Nous avons un petit peu de temps encore, mais je vous propose déjà une question peut-être sur cette prise en charge avant de passer aux ECG. Est-ce que dans la salle, nous avons une question? Moi, juste pour illustrer, mais ça me rappelle tout à fait la phrase de mon professeur de cardiologie, mais que tout le monde connaissait, l'embolie pulmonaire, même quand on y pense jamais assez. Et c'est vraiment une cause très fréquente du sujet âgé. On a découvert ça au cours du Convergence en faisant une biblio là-dessus. On a découvert que c'était 4% à peu près des sujets âgés. C'est énorme, un patient sur 25, hein. Plus de 60, je ne sais plus quel âge ils avaient, 70 ans dans l'étude. Là, j'ai été étonné, il y en a assez peu dans cette étude. Attention, hein, c'est pas parce qu'il n'y en avait pas qu'on ne l'a pas trouvé. Hein, parce qu'il y a beaucoup d'études où on ne les recherche pas, ils sortent et puis ils meurent après, ou je ne sais pas quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe, alors, Patrick? Alors, une explication et une question. Alors, je ne sais pas par quoi je commence. Comme tu veux. La question, d'abord, et puis après, j'explique comment on fait les ECG à la BSPP. La question, si on est d'accord qu'on va faire un ECG maintenant qu'on l'a dans les VSAV chez ce patient-là, la question c'est sur le monitoring. Dans le VSAV, le monitoring, il n'est pas lu sur l'écran de la même façon que nous quand on met le scope. Alors qu'est-ce qu'on fait faire au chef d'agrès? Nous, soit on le médicalise, le patient, soit on lui dit de surveiller le patient cliniquement, et puis de le transporter. Mais il le surveille cliniquement avec la première alerte qu'on donne à nos chefs d'agrès, c'est de leur dire tout trouble de la conscience, tout mouvement anormal, etc. On a les patchs, on analyse, etc. Voilà. Donc le monitoring n'est pas forcément réalisable, alors je ne sais pas comment c'est partout en France, il n'est pas forcément réalisable par le chef d'agrès. Moi, je répondrai que je comprends très bien que bon, un VSAV va très vite, mais comment un ECG, et si possible, si vous avez d'autres systèmes de lecture rapide du rythme par des devices, comme on dit, des petits outils, hein, maintenant, bon, je ne sais pas ce qui est possible de faire. Maintenant, ce qui n'est pas normal, c'est qu'arrivé aux urgences, moi, je mets toujours le patient dans un box de déchoc après une syncope pour voir les troubles de rythme. Et croyez-moi, j'en ai vu passer. Des pacemakers qui déconnaient, ou des salves de ceci et de cela. Et puis j'écoute le scope, je l'écoute. J'entends bien quand il fait bip, 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 c'est que ça ne va pas, quoi. On n'a pas forcément besoin de comprendre. Un monitoring, c'est important. Moi, je vous dis l'idéal. Il est évident que les recommandations n'étaient peut-être pas faites pour les paramédics, mais attention, c'est parce que c'est des recommandations européennes. Gardez-le en mémoire quand même. Essayez de monitorer au plus vite les patients. Et souvenez-vous qu'un ECG, ce n'est que 10 secondes de la vie de ce gars. Il n'aurait jamais rien vu. On l'aurait monitoré, c'était un piège. On n'aurait jamais rien vu. Hein. Lors de l'embolie pulmonaire, il aurait juste accéléré son cœur, c'est tout. Alors, sur la question, pardon Patrick, sur la question du monitoring avec une visualisation par les secouristes dans le VSAV, si on donne un outil à quelqu'un, il faut qu'il sache à quel moment il a une alerte à donner à partir de cet outil. Donc il faut évidemment que les secouristes mettent pas les patchs et le monitoring, puis n'en fassent rien. À ce moment-là, il ne faut surtout pas leur donner cet outil. Il faut leur avoir donné les éléments qui leur font dire « Ah là, il y a quelque chose qui déconne ouais. ». Les alarmes sonores, c'est pas mal. Alarme sonore, c'est pas mal. Photo d'écran, j'envoie la régule. C'est des petites choses comme ça. Je suis urgentiste, je suis très MacGyver. Hein.
En revanche, l'appareil enregistre et rétrospectivement, on peut aller regarder ce qui s'est passé. On peut regarder rétrospectivement. Et on n'a pas le temps de le faire à chaque fois, Voilà. mais on peut le faire si un Je voulais événement juste... désirable. Ça me paraît important. Tu voulais nous dire d'autres choses sur le... Oui, l'expérience BSPP, c'est actuellement, j'ai regardé avant ce matin, 159 ECG par 24 heures en moyenne, le mois dernier, au mois de novembre 2024. 160 par 24 heures, 55 000 environ par an. Dans 3/4 des temps, on ne trouve rien. C'est descriptif, hein, on peut faire de conclusion, mais dans 3/4 des fois, 75% des ECG sont interprétés comme temps normaux. Dans 5% globalement des cas, on a une anomalie du segment ST, avec un peu plus souvent un ST+, parfois un ST-. Et dans environ 5% des cas, on a une fibrillation auriculaire ou un rythme équivalent ou une arythmie supraventriculaire. D'accord. Et puis le reste, c'est du autre, parce que notre classification diagnostique, elle est assez vague. Dans le autre, je me posais la question tout à l'heure, dans l'autre, on trouve les BAV. Les BAV ne serait-ce que les BAV du premier degré. D'accord. Donc, ce que je vous propose, évidemment, il faut monter les outils, comment dirais-je, de monitoring proportionnellement au risque que le clinicien, c'est-à-dire le secouriste ou le clinicien par téléphone ou sur place, perçoit. Donc, on va parler des ECG, justement. Il y a des risques forts et des risques mineurs. Je vais aller assez vite pour vous présenter les choses que je considère comme, excusez-moi, baisantes. Les modifications ECG consistant avec une ischémie aiguë, une cardiomyopathie et un Brugada pattern. Les 3 choses les plus graves que je voudrais vous faire. Et il y en a encore une, je crois que c'est le QT, voilà, tout en bas. Donc ça vous fait 4 choses qu'il faut connaître. Quand vous regardez un ECG, qu'est-ce que vous cherchez? Il faut ouvrir le tiroir. Je cherche des signes d'infarctus, je cherche un QT-long, je cherche un Brugada, je cherche des signes de cardiomyopathie. On va le revoir cet après-midi pour ECG et sport. C'est à peu près la même chose. Et il est évident que ce n'est pas toujours simple. Après, il y a des choses mineures. On va les revoir cet après-midi pour l'ECG et sport. C'est la préexcitation ventriculaire par un faisceau accessoire, le Brugada atypique et les ondes T négatives dans les précordiales droites. Ce sont les 3 choses. Il n'y a rien sur le sujet. Il n'est pas ni rapide, ni vide, etc. Simplement, il y a des anomalies qui vous font penser que peut-être c'est ça dont il s'agit. Alors évidemment, c'est très cardiologique, mais vous devez, comme pour ECG et sport, garder ça en mémoire, que ce sont les trucs qui risquent de nous planter quand on lit l'ECG. Vous voyez, cet électrocardiogramme, c'est typique. Il a sueur, pâleur, gêne thoracique, puis syncope. Et je vous le montre parce que c'est pas évident, des fois, d'interpréter cet ECG, vous voyez, de voir qu'il a des signes qui sont anormaux. Alors, si on regarde bien, on voit qu'il a des ondes Q. Les ondes Q font partie des choses qui sont inquiétantes. Ça signe le fait qu'il ait une cardiopathie rythmique. Si on regarde ensuite bien, on voit qu'il y a des troubles de la repolarisation en V2, V3. Et donc, vous avez 2 signes en faveur de quelque chose qui pourrait être cardiaque. L'existence d'ondes Q, c'est haut risque dans les trucs. Et deuxièmement, l'existence de ongoing ischemia, c'est à haut risque. Alors, on a demandé à l'intelligence artificielle de dire ce qu'il en pense. On en parlera cet après-midi lors de l'atelier sur l'intelligence artificielle. Elle ne regarde pas le sujet de l'intelligence artificielle sur l'occlusion. Elle dit, il y a occlusion coronaire. C'est écrit en haut à droite ici. STEMI, équivalent de STEMI, je ne sais pas pourquoi c'est en anglais, en français, infarctus humain, occlusif, ou en anglais ici comme ça. Et il n'a pas hésité, lui. Il vous dit, c'est un infarctus avec occlusion coronaire. Donc ça va être pratique si vous acquérez ce système-là pour reconnaître, pas des trucs douteux, parce que c'est typiquement le genre de CG un peu douteux, etc. Lui, il vous dit à 92% des cas, ça monte la barre, 92%. Donc on va en reparler, parce que je suis assez impressionné par les performances de cet appareil. C'est un infarctus basal pur, avec ce qui est mal connu, c'est que le sous-décalage en V2, V3, V4, c'est une occlusion qui est de l'autre côté du cœur. Voilà, ça c'est un autre sujet, malaise syncopal à H2. Pas facile. Il a un syndrome d'Aslager, donc on ne le voit quasiment pas. C'est ces ECG sur lesquels tous les jeunes médecins se font avoir, et les cardiologues aussi, je vous rassure, parce que ça n'a l'air de rien. Il y a un tout petit sus-décalage ici. Heureusement qu'il y a un miroir. Et puis, il y a des petites anomalies en V4, V6. Donc, l'ordinateur vous montre, c'est exactement le même, vous l'avez vu, vous montre, je reviens en arrière,
c'est la même chose, hein, voilà, il vous montre exactement que c'est une occlusion intestinale aiguë avec très haute confiance. Donc c'est quand même pratique, et faites-vous aider parce que tout le monde n'est pas expert en ECG, et l'AI, ça n'a rien à voir avec les petites machines que vous avez connues, hein. Ça vous prenez, vous jetez, hein. Les algorithmes avant, là, c'est totalement nul, je ne comprends même pas qu'on ait ça dans la vente. Passons. Celui-ci, c'est le deuxième ECG que vous ne devez pas rater, mais je vais être obligé d'aller plus vite. Oh, j'ai encore un peu le temps. Ouais, celui-là, c'est vraiment pas difficile. Vous faites un ECG, je cherche du haut risque. Il y en a 4, on l'a vu. Avec les ondes Q, si vous voulez, ça fait 5. Ongoing ischémia, les ondes Q, la cardiomyopathie, le QT long, le Brugada. Et la préexcitation, c'est moins grave. Bon, on voit bien que la repopulation est très très bizarre quand même. Il n'y a pas d'ongoing ischémia, mais ce qui vous choque, c'est la repolarisation. Donc, qui dit repolarisation bizarre égale trouble du rythme. D'accord? En risque. Chez ce patient, je l'ai mis un peu difficile parce qu'il il a un QTC à 643 millisecondes pour une normale inférieure à 460. Il y a un QT très long. L'ordinateur le calcule pour vous. Vous pouvez croire les ordinateurs pour le QT. Ils calculent mieux que nous en général. Ça dépend de l'appareil, on en reparlera. Mais normalement, si le tracé est stable, voilà. Alors là, il rajoute un peu, mais c'est pas grave, je préfère qu'il rajoute, parce qu'il y a une ondule et c'est très difficile à mesurer. Mais c'est bien joué. Ça, c'est pas dur non plus, vous en verrez assez peu, mais quand vous envoyez un sujet jeune ou un sportif, on en parlera cet après-midi, il ne faut pas les rater, ceux-là. Hein. Évidemment, vous regardez votre ordinateur, vous vous dites, mais dites donc, le QT est peut-être un peu bizarre, là. Ben oui, il a un QTLC congénital à 550. Vous voyez, ces ondes T un peu trop amples, c'est pas de l'ischémie parce que le QT est long. C'est un QT long, puis il n'a pas de douleur, il va bien, il est asymptomatique, sauf s'il a fait une syncope. Donc QT long, 550. Je complexe un peu. Si j'ai un peu tachycarde, souvent, ça va un peu vite. On dit, ouais, oh, c'est bien. Transfert sur secteur. Erreur. QT, 520. Plus de 460. Et enfin, un dernier que j'aime bien. On en reparlera cet après-midi, je vous apprendrai une petite astuce. C'est toujours le même. C'est encore un QT long. Il fait juste 463. Mais attention, 463, c'est 460. Et donc c'est opposable en justice. Si vous vous trompez, que l'ordinateur vous dit 463 et que vous dites que le QT est normal et qu'en plus c'est faux, il faudra faire attention. Il faudra bien expliquer. J'ai remesuré le QT moi-même à la main et je l'ai trouvé inférieur. Là, c'est bon, on ne vous dira rien. Vous pouvez vous tromper, mais vous ne pouvez pas négliger. Vous pouvez le remesurer et dire bah, je me suis trompé, je l'ai mesuré, il était à 420 et je l'ai noté dans le dossier. C'est pas grave. Mais si vous ne le remesurez pas, que l'ordinateur vous dit qu'il est à 463, il y a une responsabilité médico-légale sur le fait que vous avez négligé de remesurer le QT que l'ordinateur vous disait positif. Bam! Bon, c'est pas grave, hein. Il y a deux victimes, il y a le malade, et puis il y a vous. Mais enfin, le plus grave, c'est le malade. Et voilà ce qui se passe quand on a des QT longs. Vous savez que ça s'appelle des torsades de pointe. Je passe. Ce jeune patient a une syncope, et je vous laisse regarder le CG, on en reparlera un petit peu cet après-midi. Quelque chose doit vous attirer. On est dans le high risk, on cherche les 5 causes. Ongoing ischémia, QT long, là je vais vous faire travailler cet après-midi là-dessus, et sur le site internet, ça doit gicler ça. Quelqu'un sait ce que c'est? Ouais. C'est un Brugada, V1, V2, ce sont des dérivations extrêmement importantes à regarder. V1, V2 est un syndrome de Brugada type 1, type 2. Donc cet aspect en selle qu'on reverra un peu mieux cet après-midi, et c'est beaucoup plus simple sur le CGA parce que vous avez un pseudo-stémie V1, V2. En fait, c'est pas un stémie, mais je ne peux pas vous faire un cours là-dessus. Et le Brugada type 2, c'est l'aspect en selle de cheval, et là, cet aspect en dôme du type A. Ça, tout médecin maintenant ne peut plus ne pas connaître le Brugada. C'est une cause de syncope monumentale, c'est une cause de contre-indication au sport, et c'est une cause, et c'est aussi pour ça qu'on fait des ECG, pas que pour le QT, aux gens à qui on donne de la chloroquine, merci monsieur Bidule, qui a tué quand même pas mal de monde, parce qu'il faut savoir le lire, le CG. Il n'y a pas que le QT, il y a le Brugada. C'est prouvé, hein, quand je dis qu'il a tué, hein, c'est pas moi. Lui, il les a pas tués, mais enfin bon, disons, sa théorie fumeuse, là, c'était quand même un peu bizarre.
maladie héréditaire. Voilà, j'ai terminé. Donc le QT, vous avez terminé. J'ai le droit à un signe. La dernière chose, c'est... Ah oui, je l'aime beaucoup celui-là, mais on le reverra cet après-midi. Regardez-le, ce ECG. Est-ce que vous voyez quelque chose d'anormal? Et je terminerai là-dessus. On est dans les anomalies mineures maintenant. Donc vous regardez vite fait, s'il y a un Brugada, s'il y a un QT long, s'il y a un infarctus, il n'y a pas. S'il y a des ondes Q bizarres, il n'y a pas. Ensuite, je cherche les causes mineures. C'est la préexcitation. Et donc, je suis obligé d'avancer. Il a une préexcitation. Alors, je vous demande, c'est le même malade. Regardez-la bien, la préexcitation, parce qu'on le reverra cet après-midi. Plus elle est variable en fonction de la fréquence cardiaque. Je la vois très très bien à gauche, ici, sous forme d'une onde delta, ici, hein, avec un PR court qui enchaîne. Et voilà, et ça donne des troubles du rythme qui expliquent tout ça. Et la préexcitation implique un petit coup d'œil quand même, hein, donc on le reverra cet après-midi, et je vous reverrai tout ça sur YouTube. Je vais m'arrêter là. On reparlera cet après-midi de cette 5e chose qui s'appelle la cardiomyopathie ventriculaire droite arythmogène. On a parlé des ondes T négatives en V1, V2, V3. On reparlera. Merci. Tout à fait cet après-midi. Voilà. Merci syncope, beaucoup. donc piège et précaution, les 5 sujets à retenir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bravo.